Chers téléspectateurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aux côtés de Jean-Yves cette semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors, on a un vaste programme qui nous attend. L'image de la semaine, ce sera Macron, sa réunion sur les rails. Et puis le dossier de cette semaine, ce sera Macron, son passage médiatique remarqué sur TF1. Ensuite, on s'attaquera au passif de l'information et évidemment, il y aura le portrait piquant de la semaine qui, cette semaine, est consacré à François Bousquet et vous allez le voir sur son enquête également contre le racisme anti-blanc. Si vous êtes prêts et que le programme vous plaît et que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air, laissez un commentaire et puis partagez cette vidéo, eh bien, on va pouvoir y aller. Macron a organisé une réunion au sommet, ou plutôt sur les rails, et vous allez voir qu'il y a des détails parfois qui retiennent l'attention. Je vous propose de regarder une petite vidéo où vous allez voir, gardez l'œil, il y a un mouchoir et une petite cuillère. It's a long walk. I'll be back in Poland. And through my bathroom, huh? Yeah. It's literally. We came through Germany, and then we made it to France. German bedroom, and Yeah, we got through the border. Right. Make a photo, and after that you will be allowed to have a drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Merci, gars. Thank you. Alors voilà, on a Monsieur Macron qui est aux côtés de Monsieur Merz, qui accueille Starmer qui arrive un petit peu en retard, qui dit attendez, on va se faire prendre en photo, on a un long chemin jusqu'en Pologne, est-ce que tout le monde va bien? Ils font les risettes aux photographes. Est-ce que vous avez un commentaire déjà à faire sur cette mise en scène de la diplomatie européenne, Jean-Yves? Je la trouve très gênante parce que ces trois personnages qui sont censés aller discuter de la paix et de la guerre, ce qui est quand même une chose sérieuse, sont là, ricanant, jouant à être des copains ou des faux copains, dans des tenues tout à fait banalisées de week-end en quelque sorte. C'est assez choquant, c'est assez représentatif des pouvoirs européens décadents, avec des gens qui viennent de la banque d'affaires comme M. Merz ou M. Macron, ou quelqu'un comme M. Kermer, le Premier ministre britannique, qui a été le procureur général du roi, qui a enterré toutes les affaires de grooming gang pakistanais. C'est vraiment assez peu reluisant, et je pense que ça ne peut donner qu'une idée assez méprisable de ce que sont les dirigeants européens dans le monde entier. Dans le monde entier. Cette petite scénette pour capter les spectateurs de ces différents pays européens, peut-être français, est profondément dégradante. Alors il y a quelque chose qui a retenu l'attention des spectateurs, notamment sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire donc du mouchoir, mais également une petite cuillère, vraiment toute petite, qui est devant Monsieur Merz, qui la cache, Emmanuel Macron qui saisit le mouchoir, qui le planque et puis hop, qui le met dans sa poche. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? En gros, tout le monde a cru que c'était un pochon de cocaïne. Voilà. Oui, disons les choses. Alors, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, je le dis à ceux qui nous regardent, quand on relaie une information, il faut être sûr de sa véracité. En l'occurrence, je crois que la thèse de la cocaïne ne tient pas la route. Elle est vraisemblable, elle n'est pas vraie. Pourquoi elle est vraisemblable? Parce que Macron est toujours très excité, toujours en train de se toucher le nez, donc il a la réputation, à tort ou à raison, d'être cocaïnomane. Au cas particulier, c'est simplement un mouchoir sale, et que dans une entreprise de dissimulation, il retire, comme il avait retiré une montre de luxe dans une autre circonstance où il était enregistré à la télévision. C'est un dissimulateur, voilà.
Alors, toute cette séquence vidéo, elle s'inscrit dans un déplacement très médiatique de Macron. Et je vous propose de regarder ce qu'on appelle un petit vlog, c'est-à-dire du vidéo blogging, pour le dire en anglais, et un reportage vidéo, mais sur les réseaux sociaux, pour le dire en français. On regarde ça tout de suite. Ça a été publié sur le YouTube de l'Élysée, mais également sur l'Instagram d'Emmanuel Macron. T'es sûr qu'on arrive à 8h? Yes. Paris time ou Kiev time? Kiev time. 7:00 Paris time. Ok, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bienvenue, Monsieur le Président. Hello Donald, may I call you in 2 minutes with Zelensky? He accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. I'll call you back in 2 minutes with the others. I call you back. La paix et la liberté de l'Europe se jouent ici à Kiev. On a Trump. D'accord, d'abord maintenant. Il est 6h du match. Nous avons à l'instant décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, qui a vocation à durer 30 jours pour bâtir cette paix robuste et durable. En cas de violation de ce cessez-le-feu, des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. C'est incroyable. Rien à ajouter. C'est de l'indécence, sur de l'indécence, sur de l'indécence. Rien à ajouter. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène de la diplomatie? La diplomatie, c'est pas l'art de la discrétion, plutôt, Jean-Yves? C'est la rupture avec... au fond, c'est une rupture civilisationnelle aussi. C'est la rupture avec des siècles de pratiques diplomatiques qui visaient précisément à rendre la paix possible, alors que là, on est dans le cinéma guerrier, avec les menaces de sanctions, les 17e, je crois, alors que les 16 premières n'ont pas été efficaces. Tout ça est peu sérieux. Comme le dit LCI, Macron menace Poutine. Oui, un bandeau proprement hallucinatoire, vraiment. Toutefois, alors, pour revenir à la polémique du mouchoir, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier, Jean-Yves, vous disiez qu'elle était vraisemblable, que ce soit une dissimulation de drogue, mais sans doute pas vrai. Et l'Élysée a produit un démenti. Le 12 mai, quand on tapait juste Macron sur Internet, sur la barre de recherche Google, on tombait sur Macron cocaïne, avec bien sûr des articles qui reprenaient ce démenti de l'Élysée. Qu'est-ce que ça dit de la communication présidentielle, du compte officiel de l'Élysée, Jean-Yves, tout ça? C'est l'inverse de la communication de la couronne d'Angleterre. La couronne d'Angleterre, c'est on ne confirme, on ne dément jamais. Jamais. Voilà. Là, Macron, il est dans le démenti permanent. Il a démenti cette histoire de coque, mais avant, il avait démenti la chaise. Sauf que la chaise, c'était vrai qu'il y avait la chaise et qu'elle a été retirée. Et d'ailleurs, on voit très bien que le président Trump lui dit « Écoute, je discute avec Zelensky, on n'a pas besoin de toi. » Voilà. Et donc, on a le même démenti. Mais dans le deuxième cas, c'est probablement un démenti juste, si je puis dire. Dans le premier cas, ce n'était pas le cas. Et en tout cas, ça affaiblit évidemment la crédibilité de la communication élyséenne. Oui, se justifier, c'est toujours avoir tort quelque part. Oui. D'une certaine façon. Never explain, never complain, c'est la devise de la couronne d'Angleterre. Tout à fait. Et bien, place maintenant au dossier de cette semaine. Macron, toujours, il était attendu mardi 13 mai pour une émission spéciale, un nouveau concept, il faut quand même le souligner, sur TF1 avec des interviews et des questions par quelques influenceurs, mais aussi des personnages issus de la société civile. Beaucoup de personnages d'ailleurs qui pèsent sur les réseaux sociaux. Globalement, c'est le sentiment qu'on a, c'est qu'ils ont été choisis de cette façon. Je vous propose de regarder, Jean-Yves, avant de vous faire réagir, une petite story sur les réseaux sociaux, là encore, d'Emmanuel Macron, qui s'annonce lui-même. Je voulais vous donner simplement rendez-vous mardi 13 mai à 20h10 sur TF1 et vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez me les faire poser en direct, j'y répondrai. Jean-Yves, une réaction il interpelle les Français pour qu'ils lui posent des questions? Oui, mais il ne leur permet pas, par contre, de donner des réponses, puisque il avait fait un peu de teasing, si je puis me permettre, à propos d'un référendum éventuel, et donc il a tenu en haleine, si on peut dire, les spectateurs pendant 3h30 pour ne rien dire sur un éventuel référendum. Voilà.
Oui, effectivement. Donc les Français peuvent poser des questions, mais ils n'auront pas le droit d'apporter leur réponse. Leur réponse, tout à fait. Alors après son petit vlog qu'on a vu dans le sujet précédent, là maintenant ce sont des stories pour qu'il s'annonce lui-même sur les médias. Est-ce que les médias traditionnels ne lui suffisent plus, Jean-Yves ? Je crois que d'un certain point de vue, il est assez normal qu'une communication politique s'intéresse aux nouveaux modes de communication, en particulier parce que c'est ces modes de communication qui touchent un public différent, un public plus jeune que les modes de communication traditionnels à travers l'audiovisuel. Avec en fait, dans cette affaire-là, une connexion entre les deux, puisque il utilise les réseaux sociaux pour amener sur le média audiovisuel, et ensuite une partie de ce qui sera produit sur le média audiovisuel se retrouvera sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tellement lui reprocher ça. On peut peut-être lui reprocher de le faire lui-même et de ne pas le faire, mais on peut le comprendre. Alors il y a la comparaison avec Trump qui a gagné l'élection présidentielle américaine avec ces méthodes-là, mais Trump, il n'avait pas le choix d'ailleurs, puisque de toute façon, les médias officiels, lui, étaient fermés ou hostiles, alors que Macron, il cumule un petit peu, puisque les médias officiels sont généralement assez gentils avec lui, un peu moins cette fois-ci, et qu'il est aussi présent sur les réseaux sociaux. Celui en même temps macronien dont on a l'habitude. Je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, d'écouter Barbara Lefebvre. Elle était sur Les Grandes Gueules, sur RMC, et elle donnait son point de vue sur ce que serait l'émission avant même qu'elle ne soit tournée. Et il se trouve qu'elle n'a pas tout à fait tort. On l'écoute tout de suite. Ça sert à rien de regarder, parce que moi, je peux déjà vous dire. Non. Alors, à Robert Ménard, il va lui dire... Robert Ménard, il va dire, vous avez raison. Agnès Verdier-Molinier, qui pourtant, à mon avis, va parler du sujet le plus important, qui est la question de la dette et du budget, parce qu'excusez-moi, 2h30 de show, il ferait mieux de s'occuper des 3 000 milliards de dettes qu'il nous a foutu dessus. Il va lui dire quoi à Verdier-Molinier ? Vous avez raison. Après viendra Sophie Binet, il va lui dire, vous avez raison. Après viendra Salomé Saké, vous avez raison. Ce soir, tout le monde va avoir raison. Et monsieur va monter sur son Olympe, et après avoir dit à tout le monde vous avez raison, il nous sortira des espèces de phrases toutes faites. Donc ça n'a aucun intérêt. Non, mais surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut annoncer, puisqu'aujourd'hui... Il connaît déjà les questions, il sait déjà ce qu'on va lui dire, mais c'est tout cousu de fil blanc. Bon, finalement, c'est pas mal vu, c'est vu avant... c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Alors, une petite revue de presse rapide, Jean-Yves, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, moi je crois que cette émission, elle était assez bonne, parce que 3h30 de Macron, c'est très difficile. Et là, avec le format qu'il a trouvé, avec des interlocuteurs qui, objectivement, posaient quand même des vraies questions, souvent. Je pense en particulier à Verdier-Molinier sur l'économie, ou à Ménard sur l'immigration. Ça a permis de tenir, quoi. Voilà. C'est un effort, mais ça a permis de tenir. Donc c'était un format relativement intéressant, sur la forme. Alors ce que vous disiez justement tout à l'heure, c'est que peut-être les médias lui étaient un peu moins favorables ce coup-ci, et je vous propose une petite revue de presse, et on commence avec Ouest France. Dans une émission spéciale qui a réalisé un carton d'audience, nous dit le sous-texte. Ce n'est pas tout. Un carton d'audience, alors on attend. Voici les chiffres, vous allez voir, l'excitation redescend très largement. Ils reprennent cette terminologie de carton d'audience en intertitre et nous parlent ensuite de 5 785 000 téléspectateurs. Bon, c'est quand même pas grand-chose. Si on remet un peu de contexte dans les chiffres, il y a 2 mois, le 6 mars dernier, 15 millions de téléspectateurs, c'était son allocution, on s'en souvient, sur la menace russe. Mais si on reprend encore plus loin, en 2020, lors du Covid, il y avait 36,7 millions de téléspectateurs qui étaient devant le poste. C'est une chute gravissime en réalité. Oui, mais il parlait de la guerre contre le Covid, la guerre contre la Russie ou la menace russe. Là, c'était un peu plus dilué, même s'il a parlé en premier de la question internationale avec Rochebin. Alors justement, c'est intéressant que vous souligniez cet ordre dans l'émission-là, parce que ce à quoi les médias s'intéressent assez peu, finalement, c'est que cette émission, elle est globalement en 2 parties. Il y avait donc 20h10 jusqu'à 21h53, mais à partir de 21h53, globalement, les gens sont un peu fatigués. Et là, l'émission est encore descendue un peu. Il y avait moins de téléspectateurs encore, 3,89 millions très exactement, selon Pure Média. Alors, dans ces affaires-là, ce qui est important, c'est la manière dont on enchaîne les sujets. Et évidemment, il met en premier
la question internationale, parce que sur la question internationale, il fait le beau, il se met en scène comme acteur diplomatique, il y a la menace de guerre, il y a l'effet drapeau, donc il met en premier ce qui va le servir et ce qui lui a permis quand même de maintenir son niveau de popularité au cours des derniers mois, c'est la mise en scène internationale. Et puis, on met beaucoup plus tard, en deuxième partie, la question de l'immigration, parce que ça, c'est quand même politiquement incorrect, il faut en parler, mais on en parle plus tard. C'est exactement le même phénomène que pendant les élections européennes ou législatives, où dans tous les débats, on avait en fin de parcours l'immigration. Alors là, on avait en début de parcours l'international et l'écologie. Avec Macron, l'écologie est arrivée plus tard. Mais c'est toujours le même schéma. La manière dont on met en ordre les sujets, c'est essentiel. Oui. Et alors, donc Ouest France, c'est totalement dithyrambique, globalement, sur cette prestation présidentielle. Mais vous allez voir le Monde un peu moins. Sur TF1, Emmanuel Macron, président touche à tout, confronté à son impossibilité d'agir. Et il y a cette phrase en sous-texte qui retient notre attention. Dans une émission au format inédit destinée à lui permettre de reprendre la main, il a préféré ne pas s'engager trop précisément. Donc globalement, ce que le Monde nous dit, c'est que c'était du vent. Sud-Ouest tacle carrément. Le président se justifie beaucoup et annonce peu. Libération titre un Macron en défense de l'exercice de son quinquennat chaotique, nous dit-on. Il y a également BFM TV qui nous parle des oppositions qui taclent Emmanuel Macron après sa longue interview. Longue. BFM est à deux doigts de nous dire que c'était quand même hyper pénible. Et puis, globalement, on a cette formule aussi de Tugdual-Denis, peut-être, qui résume bien les choses, je trouve. Emmanuel Macron connaît tout sur tout, mais il ne change rien à rien. Ça c'est intéressant comme... C'est 3h30 de bavardage, pour le moment, mais pas inintéressant par le format qu'il a trouvé. Voilà. Alors, ou qu'il a trouvé avec TF1, puisque oui. TF1 était soucieux de l'audience aussi. S'il avait eu 3h30 de bavardage avec deux journalistes totalement à pied, à genoux, ça n'aurait pas tenu, quoi. Voilà. Alors justement, Gilles Boulot, Jean-Yves a commencé l'interview de façon assez étonnante. Je vous propose à quelqu'un. Oui, il a mis le tarif. Alors, on a montré à nos spectateurs que les micro-trottoirs, on leur faisait dire un peu ce qu'on veut. Là, c'est un micro-trottoir à charge. Mais Boulot dit, mais attention, ça correspond à ce que donnent les sondages. 69% qui pensent que la situation s'est dégradée avec votre quinquennat, enfin votre quinquennat et demi, et 7% qui trouvent que ça s'est amélioré. Bon. Enfin là, on voit qu'on n'a pas dû beaucoup les fouetter pour qu'ils disent ça quand même, à mon avis. C'est vous qui êtes habitué des micro-trottoirs, donc je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si vous les fouettez, mais... Moi, j'y vais avec mon charme, Jean-Yves. Ah, très bien. Bon, alors là, ça marche forcément. C'est mon arme féminine, naturellement. Il y a un chiffre qui a été utilisé, donc revenons un peu au déroulé de cette interview, et notamment à ce passage sur l'immigration qui va nous intéresser plus particulièrement. Il y a un chiffre qui est utilisé par Emmanuel Macron lui-même, c'est celui de 500 000 entrées légales par an. Écoutons ce qu'en dit Pascal Praud et Robert Ménard, qui était l'intervieweur sur le sujet immigration, le lendemain sur CNews. Il a repris le chiffre de 500 000 entrées légales en France, c'est lui qui le met dans sa bouche, alors que nous, CNews, et moi en particulier, nous sommes passés devant l'Arcom parce qu'on nous reprochait d'utiliser ce chiffre 500 000. Je lui ai dit que c'est la ville de Toulouse. C'est la ville de Toulouse. Mais il l'a repris dans sa bouche, le président de la République. Donc je préviens l'Arcom que Emmanuel Macron doit passer devant l'Arcom. Parce que nous... Mais attendez, vous rigolez. Nous, on nous a fait... alors bon, visiblement, on a pu convaincre que ce chiffre de 500 000 était une réalité. C'est ce que... c'est même légèrement supérieur. Je crois qu'on est passé devant l'Arcom sur ce sujet hier ou avant-hier. Alors, effectivement, le passage avec Ménard a été particulièrement intéressant sur un certain nombre de points, en particulier sur celui-ci. Le chiffre de 500 000, c'est un chiffre que les Français ignorent. Ménard a dit ça correspond à la population de Toulouse, l'agglomération de Toulouse, donc ça parle. Mais c'est un chiffre que les Français ignorent. C'est un chiffre qui commence à circuler sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2 à 3 ans.
qui se décortique de la manière suivante. 330 000 titres de séjour délivrés et 150 000 demandeurs d'asile plus des mineurs isolés, on arrive à 500 000. Mais c'est un chiffre, il y a 3 ans, qui était effectivement uniquement sur les réseaux sociaux et complotiste. Et puis, qui est arrivé depuis les réseaux sociaux sur les médias alternatifs, depuis les médias alternatifs vers CNews, médias de transition, et qui est arrivé sur TF1, et donc vers le grand public, et qui est arrivé dans la bouche de Macron. C'est effectivement quelque chose de tout à fait important. Bravo de ce point de vue-là à Ménard d'avoir permis cela. Vous voyez, c'est aussi sa force de reprendre finalement la force de frappe des réseaux sociaux et de réemployer certaines de ses idées pour faire réagir et pour avancer son programme. Alors par contre, sur le fond, il a reconnu qu'il y en avait 500 000 qui entraient chaque année. Il trouve ça très bien. Rien de plus. Comment on les paye, comment on les loge, voilà, ça, c'est... S'il a dit qu'il fallait les répartir plus dans la campagne. Voilà, c'est ça. Comme ça, effectivement, on voit le développement de l'insécurité dans les campagnes, tout le monde en profite. Eh bien, chers téléspectateurs, maintenant, place aux pastilles de l'information. Et on commence ces pastilles avec une actualité majeure. Delphine Ernotte a été reconduite pour un 3e mandat. Jean-Yves, un 3e. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des présidents de France Télévisions. Elle a fait le job. Ouais. Elle a fait doublement le job. Elle sert bien le régime Macron. Elle est à cheval entre l'extrême centre et l'extrême gauche. Donc elle fait bien le job. Et ce qui lui assure son succès, c'est ce qu'elle a dit. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis on chasse les mâles blancs depuis 50 ans. Donc elle a fait le job. Et donc elle est récompensée. Bien sûr. Elle est la quintessence du politiquement correct. C'est bien normal qu'elle fasse 3 mandats, puis pourquoi pas 4. Alors, ce qui m'a amusé particulièrement dans la revue de presse qui mentionne cette reconduction de Delphine Ernotte, c'est qu'il n'y a qu'un seul article qui s'écarte de la terminologie employée. Enfin, 2, très exactement. Donc, France 24 parle d'elle comme une femme de télé et de pouvoir. Évidemment, c'est un article flatteur. France 24, c'est le service public. Donc voilà, c'est téléguidé. Mais il y a Le Figaro quand même qui, je pense, s'amuse un petit peu. Delphine Ernotte réussit l'exploit de décrocher un 3e mandat comme si c'était presque une surprise, alors qu'on s'y attendait. On en a déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois. C'est vrai, mais bravo. Il faut bien récompenser le politiquement correct quand même. Il n'y a pas de suspense. Alors d'ailleurs, sur France Télévisions, on peut dire que c'était très intéressant parce que donc mardi soir sur TF1, il y avait Emmanuel Macron, mais sur France 2, il y avait un reportage et pas n'importe lequel. Ce reportage, il s'appelait « Aux origines : l'esclavage ». Voilà, une émission de culpabilisation, en fin de compte, avec d'ailleurs des personnalités intéressantes comme Joe Star. Voilà, ils ont mis le paquet quand même dans ce reportage. Il y avait également Stéphie Salma, qui est d'origine martiniquaise, Guillaume Oharou, un joueur de foot. Enfin voilà, c'était varié, avec un service presse d'ailleurs de qualité. Le Monde, Télérama, Le Nouvel Obs, l'Humanité, Ouest France, Le Parisien en ont fait la promo. Jean-Yves, qu'est-ce que ça dit finalement d'avoir TF1, France 2 qui... D'abord, vous échappez pas. Un flop aussi. Vous échappez pas au politiquement correct, puisque vous avez Macron, où vous avez la petite leçon sur l'esclavage. Ceci étant, c'est assez habile de mettre le même jour que le président Macron sur France 2 cette émission sur l'esclavage, puisque ça amène à dériver les spectateurs, soit vers le feuilleton de France 3, soit vers le Macron de TF1. Donc c'est assez habile. Alors, sur le fond, on explique que c'est des personnalités qui redécouvrent leurs ancêtres esclaves. Bien. Mais je pense qu'il faudrait être plus complet. Ces personnalités qui retrouvent leurs ancêtres esclaves, ce sont des Martiniquais ou des Réunionnais, c'est-à-dire des métis. Des métis de blanc et de noir. Or, un métis de blanc et de noir, quand il vient des îles, que ce soit la Martinique ou la Réunion, c'est effectivement... il a des ancêtres esclaves, mais il a aussi des ancêtres
maître d'esclaves, puisque à l'origine du métissage, il y a très souvent le maître d'esclaves ou le fils du maître d'esclaves qui séduit la jeune esclave. Donc, quand ils nous disent « on est des descendants d'esclaves, c'est épouvantable », ben oui mon gars, t'es descendant d'esclaves. Mais t'es aussi descendant d'esclavagistes. Voilà, assume les deux côtés. Sans parler du fait que les esclaves noirs étaient eux-mêmes vendus aux gens qui venaient les acheter en bateau par d'autres noirs. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont on parle aussi un peu moins et sur lequel j'avais envie de revenir, qui n'a pas bénéficié d'une si grande couverture médiatique, du moins, disons-le comme ça. C'est cette information, un rapport de l'ONU qui spécifie que 90% des femmes migrantes aujourd'hui sont violées lors de leur passage. Les femmes et les filles, hein, donc on parle de jeunes femmes mais aussi de jeunes enfants. Comme on ne peut pas culpabiliser les Français, là forcément il y a moins de retours médiatiques. Quand on tape viol, femmes, migrants, il n'y a pas grand monde qui a fait le taf. France Info a fait un article, Le Monde un article, et sinon après ce sont plutôt de la CIMAD ou alors des ONG qui en parlent de ce rapport de l'ONU. Voilà, c'est un autre phénomène, mais plus occulté celui-là. Oui. Un jeune pompier de 39 ans a été percuté lors d'un rodéo urbain. Et je vous propose d'écouter tout de suite ce que dit Éric Coquerel de cette problématique un peu envahissante et répétitive désormais des rodéos urbains. Vous remarquerez par exemple que là, il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le sujet, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. C'est l'influence d'un film qui n'est pas encore passé. Ouais. Non, alors la réalité, c'est que les attaques de pompiers dans les banlieues, qui remontent à plus de 20 ans, près de 20 ans, ça fait près de 20 ans que ça existe, et ça s'est beaucoup développé, beaucoup généralisé. En fait, c'est pas du tout de la petite délinquance. C'est de la conquête territoriale. Le pompier est un des représentants de l'État, même s'il vient secourir les gens dans toutes les circonstances, mais c'est un représentant de l'État, et c'est à ce titre-là qu'il est attaqué. C'est une entreprise de conquête territoriale, et tant qu'on ne verra pas ces phénomènes-là comme une entreprise de conquête territoriale de la part de la partie la plus violente de l'immigration, on ne comprendra pas. Ça a été l'occasion pour les médias de redonner un peu la parole à ces pompiers, qui d'ailleurs pour certains se déplacent maintenant avec des gilets pare-balles, il me semble. Une tentative d'enlèvement a eu lieu en pleine rue à Paris, nous apprend la presse. La revue de presse est unanime. Il n'y a que le Figaro qui mentionne que ce sont des images hallucinantes, parce qu'en plus la scène est entièrement filmée, et CNews qui parle d'images terrifiantes, ce qui n'est pas tellement mentionné, en fait, c'est aussi que ça se passe en plein jour. Et les articles qui en parlent mettent ça dans des catégories intéressantes, vous allez voir. Donc sur 20 minutes, on a une petite sous-catégorie effroi avant le titre. Sur Sud-Ouest, c'est les faits divers. Sur BFM, les faits divers, bien sûr, police-justice. Et sur Le Parisien, on est dans la rubrique des faits divers. Jean-Yves, est-ce qu'il n'est pas temps de créer une rubrique insécurité ? Faits d'insécurité. Faits d'insécurité, non pas faits divers. Absolument. Oui, vous avez raison. Et on conclut cette revue de presse avec cette actualité. 4 adolescents ont été suspectés d'avoir dégradé des escaliers, tenez-vous bien, pro-LGBT. Et Le Parisien titre « Il savait très bien ce qu'il faisait ». Alors moi, il y a quelque chose que je ne savais pas. Déjà, je ne savais pas que des escaliers pouvaient être pro-LGBT. Et je trouve que cette photo est absolument incroyable parce qu'on voit les jeunes auteurs, visiblement, qui sont issus de la diversité. Oui, voilà. Donc c'est quand même... Là, pour une fois, on les a mis en scène d'une certaine façon parce qu'ils ont dégradé des escaliers pro-LGBT. Ah, ça, c'est très mal. C'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs d'escaliers LGBT, de passages cloutés, enfin passages protégés LGBT, etc. C'est l'imprégnation de la propagande dans le paysage urbain. Voilà. Et là, c'est un peu le choc intersectionnel, là. Voilà, pour parler. Absolument. Là, c'était les marchepieds de la minorité. Oui. Et voilà,
Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, le pouce en l'air, c'est très utile pour booster l'algorithme de cette émission. Jean-Yves, on rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils peuvent laisser un commentaire juste en dessous, naturellement, mais on leur rappelle surtout qu'il y a le portrait piquant de François Bousquet, et ça, c'est vraiment un grand journaliste indépendant et qui tape sur les vrais sujets. Il vient de publier un livre remarquable sur le racisme anti-blanc. Regardez son portrait. Et d'ici là, on se retrouve très vite sur TVL. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt. Dessinons le portrait de François Bousquet, un journaliste franc-tireur et conservateur. Une plume virevoltante au service de la revue Éléments et auteur d'un livre, Le racisme anti-blanc, sur lequel nous reviendrons. François Bousquet est né en 1968, parents auvergnats, petit commerçant poujadiste aux solides racines rouergates. Un père papivore le fait tomber très tôt dans la marmite typographique. Il travaillera tour à tour avec un fou génial, Jean Edernalier, et un génie inspiré, Vladimir Dmitrievitch. Éditeur, journaliste, écrivain, il vit entouré de livres comme d'autres de passions tristes. Il se dit identitaire, Français d'Europe et lecteur de Balzac. Maîtrise de lettres modernes à la Sorbonne, en 1993, il est le collaborateur de Jean Edernalier au Jean Ederns Club sur Paris Première en 1995. Puis il passe à l'édition et devient directeur des éditions de l'Âge d'Homme France de 1995 à 2002. Journaliste à Éléments depuis 1999, il en devient le rédacteur en chef en 2017, puis le directeur de la rédaction en 2024. Entre-temps, il écrit pour le magazine Le Choc du Mois à partir de 2007, avant d'en devenir rédacteur en chef jusqu'à 2011, date de la disparition du journal. Il poursuivra en parallèle une collaboration à Valeurs Actuelles et Spectacles du Monde de 2009 à 2014. Inlassable, il crée en 2018 au Quartier Latin une librairie, la Nouvelle Librairie, qui deviendra une maison d'édition l'année suivante. Si la librairie ferme en 2024, la Nouvelle Librairie Éditeur continue son aventure éditoriale. En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le dernier livre de François Bousquet dont je vous parlais à l'instant, tout juste paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je vous le montre. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Un livre choc sur un racisme ignoré, un racisme à l'école, dans la rue, dans les transports, sur le terrain de football, dans l'entreprise. Un racisme anti-européen qui frappe surtout les enfants et les adolescents. Je cite, « Ce livre est avant tout une enquête divisée en deux parties. Le chic gauchiste, le choc raciste. La première partie démonte l'imposture du racisme systémique qui fonctionne comme un verrou mental interdisant de penser le racisme anti-blanc. La seconde partie constitue le cœur du livre. Elle donne la parole aux victimes, celles que l'on réduit au silence, car reconnaître leur souffrance reviendrait à dynamiter le récit dominant. » Fin de citation. 40 témoignages de racisme anti-blanc. Bouleversant, accablant. Prenons celui d'Axel, à Aubagne. Je cite, « Quand tu es blanc, tu es nécessairement faible. Si en plus tu es chrétien et pratiquant, ce qui est mon cas, le harcèlement prend une dimension religieuse. Le climat général, c'est une hostilité à la France, des sales Français qui fusent à tout propos. » Fin de citation. Je ne vais pas plus loin. De toute urgence, je dis bien de toute urgence, il faut lire et faire lire ce livre. Lisez-le, offrez-le à vos amis pour rendre hommage aux victimes, mais surtout, pour prendre conscience, agir et protéger nos enfants et petits-enfants.